cette espèce d'interaction permanente, chaotique, extrêmement complexe. C'est ça le cours du monde. Et personne, aujourd'hui, ne la maîtrise. Même si, tac, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, nous, on arrête d'émettre du carbone, ben, ça changera rien. Parce que la planète en émettra du carbone et du méthane par elle-même. Si on perd le contrôle de ce thermostat mondial-là, et que ça dérape dans les décennies qui viennent, effectivement, c'est l'effondrement. Évidemment, plus on est nombreux, plus on va peser sur les ressources de la planète. C'est une évidence qui aujourd'hui est totalement écartée par le débat environnemental pour de multiples raisons. Vous avez aujourd'hui dans le monde 80 millions de grossesses non désirées. Et dans le même temps, chaque année, vous avez 80 millions de terriens en plus. Avec cette technique-là, on entre dans une toute nouvelle phase de l'histoire de la génétique et sans doute de l'histoire de l'humanité. Les gens n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, la génétique, on peut la pratiquer dans son salon. Tous les spécialistes de l'intelligence artificielle s'accordent pour dire que, sauf effondrement bien sûr, nous disposerons d'une IA forte, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle dont les capacités cognitives seront supérieures à celles d'un cerveau humain à la fin du XXIe siècle. Antoine Bueno, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Tu es spécialiste de prospective, tu es écrivain, tu travailles également comme conseiller au Sénat. Tu as enseigné l'utopie à Sciences Po. C'est classe, hein? Ça arrange. Ouais, ça pète. Alors, à un moment où on voit dans tous les médias des espèces de spécialistes qui raisonnent à 3 jours, hein, toi, tu as choisi de te spécialiser sur la prospective, le temps long, le futur. Comment devient-on prospectiviste ? Alors, comment on devient prospectiviste? C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas, vous savez, un grand diplôme de prospectiviste, une université de prospective. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur le plan de savoir si c'est pas un énorme manque dans les programmes universitaires, dans les possibilités qu'on offre aux jeunes aujourd'hui, parce que la réflexion sur le futur, elle est indispensable. J'imagine qu'on va développer ça là dans les minutes qui viennent. Comment on devient prospectiviste? Eh bien, tout simplement en exerçant son esprit, en essayant de réfléchir sur les choses à venir. Vous parliez des différentes échelles de temps. Effectivement, on peut réfléchir à la question de savoir si demain il y aura plus de guerre en Europe, pour faire une petite allusion à la situation ukrainienne. Si demain le cours du baril va monter ou descendre, quelle sera la croissance économique? Ça, c'est de la prospective de court terme, voire de très court terme. Alors, c'est ce que font les économistes quand même assez souvent. D'une certaine manière, les économistes, quand ils font ça, et c'est leur travail, ils font de la prospective. Après, vous avez une échelle de temps qui est un petit peu plus lointaine, on va dire 10, 20 ans. Là, c'est de la prospective de moyen terme. Et bien sûr, vous avez de la prospective de long terme qui est la plus excitante, la plus rigolote. Vous me dites, vous avez choisi de vous intéresser au long terme. Ben, en fait, ça s'est imposé à moi. Moi, quand j'étais petit, et j'ai pas changé du tout, je suis encore un enfant, hein. Je m'intéressais à quoi? Je m'intéressais aux robots, aux dinosaures, à l'espace. Alors, les dinosaures, certes, c'est du passé, mais c'est du passé très lointain. Donc, le très lointain, ça me tente pas mal dès le départ. Et les robots et l'espace, ça paraît être de l'avenir aussi relativement lointain, en tout cas lointain à l'échelle de la prospective, c'est-à-dire plus de 2, 3, 4 décennies. Et c'est extrêmement confortable de faire ça. En fait, quand on choisit de faire de la prospective de long terme, on choisit le rêve aussi, on choisit la science-fiction, on choisit l'évasion, et on fait ça avec l'assurance en plus que très peu de gens pourront vous avoir au tournant pour s'apercevoir que vous avez raconté n'importe quoi. C'est très important ça. Si je vous dis que demain le cours du baril va s'effondrer et qu'il augmente, tout le monde va rigoler dans un an. Alors que personne ne pourra véritablement vérifier mes prévisions sur l'intelligence artificielle et la génétique dans 70 ans. Même mes filles, je pense que moi, je ne serai plus là pour entendre leur sarcasme. Donc c'est très pratique. Bon, alors ça fait longtemps que des personnes essayent d'imaginer ce que sera l'avenir. Vers 1900, il y a eu d'ailleurs une série de petites images assez rigolotes sur quel sera le monde dans l'an 2000. Tu as choisi de mettre en exergue cette image-là, Oui. Qui est en effet assez intéressante dans son analyse. Est-ce que ce qu'elle veut dire sur finalement qu'est-ce que la prospective, comment tu la lis?
En fait, moi, cette image, je la trouve d'abord très drôle et très jolie. Elle me parle énormément. Et puis, elle explique aussi toute la problématique de la projection dans le futur. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement difficile de prévoir ou prédire l'avenir? Sachant que, quand on me pose la question de savoir si c'est possible, de savoir ce qui se passera demain, ma réponse, c'est une réponse de Normand, hein, comme d'habitude, toujours la solution de confort. Hein. C'est oui et non. Non, parce que si vous regardez dans le passé, il y a quand même énormément de gens, et puis c'est très fréquent, qui se sont plantés, mais alors dans des proportions qui sont absolument magistrales. L'âge d'or de la science-fiction, les années, mettons, 50, 60, etc., ils ont imaginé des choses extraordinaires. Hein. Des lasers, des confédérations intergalactiques, des vaisseaux spatiaux fabuleux, des robots partout. Il y a juste un truc qu'ils ont oublié, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé tout ce qui ne s'est pas produit et ils ont oublié, ou plutôt ils n'ont pas pensé à la chose qui est la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les smartphones, etc. Donc vous voyez, ça prouve à quel point l'exercice est quand même extrêmement compliqué. Mais d'un autre côté, je peux vous citer un certain nombre d'exemples qui sont assez extraordinaires de gens qui ont parfaitement vu juste. Tocqueville, quand il analyse les débuts de la démocratie en Amérique, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte notre histoire actuelle. C'est hallucinant. Alors, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, Tocqueville. On sait que c'est un grand penseur, un grand analyste politique. Et moi, je vous le dis, c'est un très grand prospectiviste du point de vue de l'analyse de l'évolution des systèmes démocratiques, des systèmes de représentation, etc. Voilà, ça, c'est un exemple. Un exemple qu'on connaît mieux du point de vue de l'anticipation, c'est Huxley, évidemment, avec Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, pour de très nombreux aspects, anticipe, et il ne faut pas oublier que ça a été écrit au début des années 30, hein, c'est quand même pas hier, anticipe exactement ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui. Donc voilà, là, on a quelqu'un qui y arrive. D'un point de vue technique et technologique, Jules Verne, il a quand même devancé un certain nombre de choses de manière extrêmement efficace. Alors, cette image-là, elle est très intéressante parce que elle est justement dans ce contraste-là. Elle nous montre une bonne et une mauvaise anticipation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un facteur de l'an 2000, ça a été fait, hein, le dessin, en 1900, c'est hyper naïf, hein, qui vient porter le courrier avec un petit avion à quelqu'un qui l'attend, son courrier, qui va le saisir, qui est au balcon. Alors, est-ce que, c'est pour ça que j'utilise cette image, hein, et c'est la question que je pose dans les conférences que je fais sur la prospective, particulièrement à l'adresse d'un jeune public, des jeunes adolescents ou des jeunes adultes. Je leur dis, qu'est-ce qui cloche, en fait, dans cette image? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il est possible d'aller avec un avion à un balcon individuel aujourd'hui? La réponse, c'est oui. Ah oui, c'est vraiment possible. Alors, c'est même possible sans conducteur. C'est-à-dire que vous avez maintenant des drones et le drone peut venir porter un courrier, un colis. Mais d'un autre côté, il y a un truc fondamental qui est au centre de l'image et qui cloche complètement, c'est le courrier lui-même. C'est ça qui est formidable. Parce que on n'arrive pas à anticiper des ruptures technologiques. Là, en l'occurrence, la rupture technologique, c'est le courrier papier et le mail. Bien évidemment, personne n'a absolument aucun intérêt, aucun besoin de recevoir son courrier papier à son balcon, tout simplement parce qu'il n'y a plus de courrier papier. Donc, l'image arrive à anticiper les développements de l'aviation parce que, en 1900, au moment où ça s'est fait, l'aviation, c'était quelque chose qui existait. Donc on imaginait que le développement de l'aviation permettrait de faire des livraisons individuelles, comme c'est le cas effectivement aujourd'hui avec les drones. En revanche, on n'a pas anticipé une autre branche technologique qui est la plus importante, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite insert sur la science-fiction, qui est celle de la dématérialisation, du mail, etc., qui fait que cette image-là est d'une naïveté confondante pour des observateurs de notre époque, tout simplement parce que le courrier papier n'a plus lieu d'être et que personne ne va l'attendre à son balcon. Oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment possible d'anticiper l'avenir à très long terme dans ces conditions? Comment on peut envisager ces ruptures technologiques, voire ce que Taleb appelle les signes noirs dans son fameux livre? Je vous renvoie, on a publié une fiche sur Elucide qui résume ce livre très important sur la prospective. Comment on arrive justement à faire de la prospective dans ce cadre-là? Alors déjà, est-ce qu'on peut faire des projections à très long terme? Là, c'est pareil. Je serais un escroc si je vous répondais oui de manière catégorique. C'est pareil. Oui et non.
Mais il y a un paradoxe que je vous soumets. C'est que l'une des raisons pour lesquelles moi je me vautre dans le long terme, à part cette espèce de petite gaudriole consistant à dire que c'est bien pratique parce que personne ne pourra s'apercevoir des âneries que je raconte aujourd'hui, c'est que finalement il est peut-être paradoxalement plus difficile d'anticiper des évolutions précises de court terme, type évolution du baril, évolution du cours des matières premières, évolution de la croissance économique, etc. Extrêmement difficile. Je suis invité à des conférences de prospective faites par des prospectivistes, économistes, vraiment très trapus, etc., qui me demandent de faire ce genre de choses. Je suis pas à l'aise du tout, et je leur dis de manière très transparente. Alors que quand on se projette dans le plus long terme, c'est comme si on arrivait à la substance fondamentale des choses. Plus on s'éloigne dans le temps, et peut-être, alors ça c'est vraiment une interrogation que je soumets, mais peut-être que plus on s'éloigne dans le temps, plus on arrive à être, non pas exact, mais le moins loin possible de ce qui peut se produire, parce que on doit traiter d'évolution très très générale par-delà l'écume des accidents de l'actualité, des accidents du court terme. Donc il est peut-être pas impossible d'arriver à faire des anticipations un peu plus intéressantes, un peu plus raisonnables, en se projetant plus loin. C'est paradoxal, parce qu'évidemment, plus on est loin, plus les choses sont différentes. En preuve en est l'image que vous m'avez montrée. Mais je crois que les projections de long terme sont peut-être, d'un point de vue strictement prospectiviste, plus sûres, paradoxalement, un peu plus sûres. Sachant que, ça c'est quand même une chose très très importante à considérer, parce que là, on est en train de tourner autour du grand pot de la prospective. C'est qu'est-ce que c'est que la prospective, à quoi ça sert, etc. Ça sert à deux choses, la prospective. Premièrement, ça sert effectivement à faire des projections les plus exactes possibles, c'est-à-dire à essayer d'anticiper, pour s'y préparer, d'anticiper le futur. Mais ça sert aussi exactement à l'inverse. Paradoxalement encore, on n'est pas à un paradoxe près. Ça sert aussi à pouvoir dire, attention, il y a telle ou telle possibilité, et c'est telle ou telle possibilité, pour de multiples raisons, on n'en veut pas, il faut se préparer à changer le cours du futur. Et donc, dans ce cadre-là, un bon prospectiviste, c'est aussi un prospectiviste qui arrive à se faire suffisamment entendre pour que sa projection ne se réalise pas. Je vais vous donner un exemple, celui que je donne le plus classiquement, puisque tout à l'heure on a parlé de Huxley. Maintenant, on va parler de Orwell. C'est vraiment son grand pendant. On a vraiment, c'est les deux grandes anticipations qui ont bâti notre vision du futur à partir des années 30, 40, 50 et au-delà, puisque 1984 a été écrit en 1948. D'ailleurs, 84, le choix de la date, c'est par inversion du 4 et du 8 par rapport à la date d'écriture du livre. Donc, ce sont deux livres qui sont à mettre en regard, qui sont diamétralement opposés. D'un côté, Huxley nous décrit une société à venir d'opulence et de dictature gentille, de dictature par la récompense. Et de l'autre côté, Orwell reste sur les vieilles lunes du totalitarisme tel qu'il a été exercé par le nazisme et encore plus fondamentalement par le communisme soviétique, puisque c'est vraiment son modèle, Staline et le soviétisme, quand il écrit 1984, là, qui nous décrit une dictature, on va dire, plus traditionnelle, un totalitarisme qui est mu par le bâton, la punition, la terreur. Alors, justement, donc si on regarde 1984, on peut avoir deux réactions d'un point de vue strictement prospectif vis-à-vis de ce livre. Premièrement, on peut se dire que c'est nul. C'est-à-dire que du point de vue de l'anticipation, le gars, Orwell, s'est complètement planté. C'est-à-dire qu'en 1948-49, au moment de la sortie du livre, tout le monde pense comme lui. C'est-à-dire tout le monde pense que le stalinisme, ce totalitarisme-là d'inspiration communiste va se répandre sur la surface du globe et qu'on ne pourra rien faire pour l'arrêter. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Mais on peut aussi avoir l'analyse exactement inverse, en se disant que 1984 a eu un tel retentissement que par sa projection, Orwell a contribué, de manière difficile à quantifier évidemment, mais contribué à mobiliser les esprits contre ce type de totalitarisme, et que peut-être il a contribué à ce que cette projection n'advienne pas. Et dans ces conditions-là, Orwell est un extraordinaire prospectiviste. Voilà. Notre monde a peut-être l'exception près de la Chine, n'est pas orwellien. Il est vraiment huxleyien, je ne sais pas comment on peut dire, mais il se rapproche beaucoup plus de la logique du meilleur des mondes que de celle de 1984. Je reviens sur la grande différence entre les deux, c'est la carotte et le bâton. Aujourd'hui, cette espèce de surveillance capitaliste, puisqu'on parle de la collecte des data, on parle des nouvelles technologies qui sont ubiquistes, toutes ces choses-là, eh bien, toutes ces technologies sont faites pour rendre des services.
soi-disant, bien entendu. C'est-à-dire qu'on rend un service pour collecter, pour tondre le mouton qui est l'utilisateur. Mais ça reste de la carotte, vous voyez. On n'est pas dans un univers de contrainte, on n'est pas dans un univers de peur ni de terreur. Donc c'est absolument pas la même logique, et c'est vraiment une logique de meilleur des mondes, et pas une logique de 1984. Big Brother et 1984 sont invoqués à tout bout de champ, à mon avis, à tort. C'est qu'on comprend pas bien la logique de 1984. Mais est-ce qu'on n'assiste pas aussi, en tout cas c'est une hypothèse pour le futur, à une diminution du rôle de l'État qui serait remplacé par le marché, finalement? Est-ce que c'est pas une hypothèse possible? Alors, moi je dirais que moins qu'une hypothèse, c'est presque un constat. C'est-à-dire que moi je suis pas complotiste, je vais vous dire pourquoi, vous allez voir le lien. Parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dirige le monde. En gros, c'est ça. Hein. Le complotisme, l'essence même, c'est est-ce qu'il y a une organisation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, etc. Je pense pas. Et je pense que l'idée inverse, c'est-à-dire l'idée que personne ne dirige le monde, qui pourtant, moi, me semble être ce qu'on doit observer, est insupportable. C'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup plus tentant et beaucoup plus confortable de se dire que tel ou tel dirige le monde, que ce soit même les Illuminati ou les Elohim de Raël, plutôt que de se dire que aujourd'hui, ce qu'on appelle le pouvoir est une substance tellement diffuse, tellement molle, tellement dispersée, que personne véritablement ne l'a. Et pourtant, c'est bien ça, la réalité de notre monde. Notre monde est d'une telle complexité, d'une telle imbrication, que les plus puissants personnages publics, puisque vous me parliez de l'État, vous me posiez la question des nations, ces plus puissants personnages-là n'ont qu'une influence limitée. Je dis pas marginale, mais limitée sur le cours des choses. Les plus puissants hommes politiques, on va dire quoi aujourd'hui, c'est Xi Jinping et Joe Biden ou l'entourage de Joe Biden, bon, le président américain, le président chinois. Même eux ne peuvent pas véritablement changer le cours de l'histoire humaine. Ils peuvent tenter d'y contribuer. Un Elon Musk a un pouvoir non négligeable. Comment le quantifier par rapport à celui de Xi Jinping ou de Joe Biden? Peut-être équivalent, je ne sais pas. Peut-être un peu inférieur, peut-être un peu supérieur d'une certaine manière. Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. Tout ça pour dire qu'on est dans un monde qui suit une course que personne ne maîtrise. Vous connaissez cette fameuse phrase, hein, toutes les horloges du monde ne complotent pas pour indiquer la même heure. Ben là, c'est la même chose. Cette espèce d'interaction permanente, chaotique, extrêmement complexe, c'est ça le cours du monde, et personne aujourd'hui ne la maîtrise. À commencer, puisque c'était votre question, par les États. Les États ne maîtrisent plus ces choses-là. Ils ont une partie de la maîtrise, mais une partie seulement. Mais alors, est-ce qu'on pourra avoir dans le futur un futur finalement sans organisation, quoi, qui serait un peu chaotique, mais ça peut durer longtemps, des sociétés sans ordre? Alors, dire qu'un système est chaotique ne signifie pas qu'il est, paradoxalement, pas ordonné. C'est-à-dire que les systèmes complexes, qui sont des systèmes chaotiques et qu'on rencontre au quotidien. Hein, il y en a partout, hein, des systèmes complexes et chaotiques. Donc là, on parlait par exemple du système monde. Le système monde, et en particulier l'économie mondiale, sont des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes chaotiques. La météo, le climat, c'est pour ça qu'on a énormément de mal à le modéliser, parce que c'est un système chaotique qui fait intervenir tellement de variables qu'il faut des supercalculateurs pour arriver à faire des prévisions météo à 2-3 jours, etc. Et alors, sur les questions climatiques, ben, voilà, il faut le GIEC, il faut énormément de compétences et énormément de computation informatique pour parvenir à ça. Et là, c'est à un actuaire que je m'adresse, qui sait très bien de quoi on parle. Ces systèmes complexes, ces systèmes chaotiques, depuis une quarantaine d'années, ils font l'objet d'une science, hein, d'études très précises qui font apparaître des règles. Des règles, c'est-à-dire que ces systèmes chaotiques, même s'ils sont difficiles à comprendre, ils sont quand même compréhensibles. Une des règles, c'est l'émergence. C'est-à-dire que vous avez un système qui est hyper compliqué et qui fait émerger des propriétés qu'on ne voyait pas dans chacune des parties composant le système, mais qui arrivent parce que l'ensemble du système existe. Eh ben, le système monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un système extrêmement complexe que c'est un système désordonné. En un sens, il y a un certain ordre. Et en un sens, il y a une certaine régulation de l'ordre mondial. Sauf que cette régulation, on peut tenter
de l'influencer à droite, à gauche, mais ce ne sont que des tentatives. L'ensemble est quelque chose qui échappe à la volonté humaine, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une forme d'ordonnancement. C'est très difficile à conceptualiser. Et pourtant, c'est ça la réalité de ce qu'on découvre des systèmes chaotiques et des systèmes complexes. Bah, justement, tu viens de citer un vrai système complexe, le climat. Le GIEC vient de sortir son nouveau rapport. Qu'est-ce que tu en as retenu? Alors moi, je suis pas forcément le meilleur interlocuteur pour commenter ce rapport parce que ça fait longtemps que je suis sur ces questions-là, sur les questions du développement durable de manière générale et en particulier de la crise environnementale sous ses différentes facettes. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le rapport du GIEC, c'est la énième. C'est pour ça que pour moi, c'est pas nouveau, quoi. Mais je vois une énième confirmation avec un petit peu plus de détails de la situation globale, des limites à ne pas franchir et des solutions qui pourraient être invoquées pour justement ne pas basculer dans quelque chose qui serait véritablement catastrophique. Je suppose qu'on y reviendra, mais moi je le dis très clairement, à bon sens, le réchauffement climatique est vraiment la menace majeure pour l'humanité. C'est-à-dire que si le réchauffement climatique continue de s'emballer comme ça, on ne pourra au bout d'un moment rien faire. C'est assez clair. Donc, je retiens ça. Je retiens aussi autre chose qui me fait un petit peu peur, qui cette fois-ci est une critique négative du rapport du GIEC, c'est qu'il semble mettre l'accent sur les comportements individuels. Cette fois-ci, ce qui, à mon sens, est extrêmement dangereux et aussi un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que l'individu aujourd'hui, il peut essayer de faire sa part, qui essaye justement de quantifier quel est l'impact en termes de modification de son empreinte carbone, son empreinte environnementale individuelle, qu'on peut avoir en changeant ses habitudes, son habitus de consommateur, de citoyen, etc. C'est très faible. Tout ça, c'est vraiment résiduel, tout simplement parce que si je veux consommer moins de plastique dans un monde où tous les supermarchés en sont pleins, c'est compliqué. Si je suis allemand et que je veux émettre moins de gaz à effet de serre, faut que je me coupe du réseau électrique. C'est pas possible, etc., etc. C'est-à-dire que la capacité d'action de l'individu est assez faible. Donc quand je vois le GIEC qui met plutôt l'accent là-dessus, je me dis que là vraiment il y a péril en la demeure parce que c'est pas la bonne solution et que c'est peut-être déjà un aveu d'impossibilité de mener véritablement les grandes réformes qui s'imposent, qui sont des réformes structurelles, c'est-à-dire de la structure même de l'économie, notre modèle énergétique, notre modèle agricole, notre modèle industriel. Bah alors justement, tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, c'est la plus grande menace? Alors, pour moi, c'est la plus grande menace parce que à partir d'un moment dont on pense, quand on connaît pas bien les rapports du GIEC, que c'est l'angle mort des rapports du GIEC, que c'est la non-pensée du rapport du GIEC, c'est le point de rupture. C'est quoi un point de rupture? Ben voilà, ça c'est encore une des règles des systèmes complexes, des systèmes chaotiques. C'est que ce sont des systèmes qui sont extrêmement résilients. Vous pouvez l'attaquer d'un côté, il va réussir à se remettre parce qu'il va bien de l'autre, etc., etc. Sauf que si vous l'attaquez trop, ce système-là, au bout d'un moment, il va atteindre un point de bascule ou point de rupture, c'est la même chose. Et c'est pareil pour le climat. Alors, quand je vous disais que on pouvait croire que c'était un angle mort des rapports du GIEC, c'est qu'on peut croire que le GIEC ne voit pas ou ne modélise pas le risque de point de rupture climatique. Ben, c'est pas vrai. Il le dit pas comme ça. Mais en fait, quand il nous dit qu'il faut pas dépasser les 1,5 ou 2 degrés d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de 1,5 ou plutôt 2 degrés, on est dans un point de bascule qui se manifeste comment? Ben, ce point de bascule, il fait que vous mettez en branle, à partir de 1,5 degrés, des processus qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, mais vous les mettez en branle de manière beaucoup plus radicale, des processus néonaturels de réchauffement. C'est-à-dire que à partir de ces 1,5-2 degrés, il y en a 3-4, ces 3-4 processus naturels qui sont, dans un jargon un peu plus technique, des boucles de rétroaction positive. Ça veut dire quoi, des boucles de rétroaction positive? Ça veut dire que votre réchauffement qui est induit par les émissions humaines de gaz à effet de serre va déclencher des phénomènes naturels qui vont renforcer. Rétroaction positive, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui vont renforcer le phénomène. Et puis vous avez aussi des boucles de rétroaction négatives, c'est-à-dire que le système planétaire va réagir avec des phénomènes qui vont au contraire limiter le réchauffement. Et donc il y a les deux, il y a des boucles de rétroaction positives et des boucles de rétroaction négatives. Mais là,
tout porte à croire que les boucles de rétroaction positives qui vont renforcer le réchauffement anthropique, le réchauffement lié à nos émissions de gaz à effet de serre, l'emporteront largement. Alors ces boucles de rétroaction positives, je vous ai dit, il y en a 3-4, c'est premièrement les feux de forêt. C'est-à-dire qu'évidemment, plus il fait chaud, plus il y a de risques de voir le couvert végétal partir en fumée. Et donc, évidemment, restreindre les capacités de piégeage du carbone par le végétal et émettre le carbone qui est aujourd'hui stocké dans les arbres. Deuxièmement, la baisse de l'albédo terrestre. L'albédo, c'est la capacité de la planète à réfléchir, par sa couleur, tout simplement, à réfléchir les rayons solaires. Quand je dis par sa couleur, ça fait appel à quelque chose qui est instinctivement maîtrisé par tout le monde. On sait très bien que quand il y a du soleil, quand ça tape, il vaut mieux s'habiller en blanc qu'à s'habiller en noir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le blanc réfléchit la lumière, réfléchit les rayons du soleil, alors que le noir les absorbe. Eh bien, plus la planète se réchauffe, plus la planète se noircit. Puisque plus la planète se réchauffe, plus les calottes, les banquises, les aires neigeuses se réduisent, potentiellement d'ailleurs au profit du couvert végétal qui lui-même est sombre. Et donc, vous avez là un effet qui peut être extrêmement violent. La baisse de l'albédo terrestre, comme boucle de rétroaction positive, c'est l'une des plus importantes. La troisième, ça c'est pareil, on en a un peu entendu parler, c'est la fonte du permafrost et du pergélisol, c'est-à-dire ces sols gelés depuis des dizaines de millions d'années, de la Sibérie, du nord du Canada, enfin vous voyez toute cette zone de l'hémisphère nord, dont le sol est en train de geler et commencera à dégeler très massivement et qui contient des centaines de milliers de tonnes de carbone et de méthane. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction positive extrêmement importante. À partir de 1,5-2 degrés d'augmentation de la température, ce sont ces boucles-là qui se mettent en place. Et là, face à ça, même si, tac, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, nous, on arrête d'émettre du carbone, ça ne changera rien. Parce que la planète en émettra du carbone et du méthane par elle-même, sans plus avoir besoin de nous. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où on déclenche ça, on va vers des augmentations de température, non plus de 2, 3, 4, mais même plus, 5, 6, 7 degrés. Et on remonte le temps, puisque dans les ères géologiques qui nous ont précédés, les températures étaient plus élevées. Et donc on remonte le temps jusqu'à une période de l'histoire de la planète qui était beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui, et beaucoup plus défavorable, beaucoup moins favorable à la vie de manière générale et à la vie humaine en particulier. D'autant moins que ce choc-là d'augmentation de température interviendra en l'espace d'un clin d'œil à l'échelle géologique et donc ne permettront pas à l'ensemble des espèces animales et végétales de s'y adapter. Autrement dit, pour le dire plus simplement, si on perd le contrôle de ce thermostat mondial-là et que ça dérape dans les décennies qui viennent, effectivement, c'est l'effondrement. Je ne vois absolument pas comment notre civilisation, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, pourrait y survivre, et comment la majeure partie de l'humanité même pourrait y survivre. Donc c'est une catastrophe. Tu as beaucoup réfléchi à la problématique justement de l'effondrement, Oui. Et tu prépares un livre Oui. sur ce sujet-là. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, pour toi, dans ce cas-là, ce serait quoi la définition d'un effondrement ? Alors c'est une très très bonne question et évidemment c'est la première question qu'il faut se poser quand on s'intéresse à ces choses-là. Alors il faut se souvenir que l'effondrement aujourd'hui c'est quelque chose qui est dans le débat public. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont persuadés que notre monde tel qu'il existe aujourd'hui ne pourra pas subsister principalement pour des raisons écologiques, des raisons environnementales aux décennies qui viennent. C'est-à-dire que le système industriel, parce que c'est de ça dont on parle, c'est le système industriel qui nous donne la béquée. Nous sommes des êtres sous perfusion de ce système de production qui est un système de production de masse qui est lié à l'industrie, elle-même étant née de la révolution industrielle il y a à peu près 2 siècles, et bien que ce système-là ne pourra pas durer parce qu'il se heurte à des limites planétaires. Alors l'idée, elle est aujourd'hui répandue dans l'esprit des gens. Il y a eu des sondages qui ont été faits il y a quelques temps, très peu de temps, qui montrent que une grande majorité des Italiens, une grande majorité des Français, une majorité des Américains, etc., croient que l'industrie, le système industriel, notre monde ne va pas survivre et est en passe de s'effondrer de manière globale dans les années, voire décennies qui viennent. Donc,
Cette idée-là, elle est très répandue, mais elle n'est pas nouvelle. Elle a été lancée par le rapport au Club de Rome, autrement appelé rapport sur les limites de la croissance ou halte à la croissance, mauvaise traduction en français, ou encore rapport Meadows, du nom de deux des trois principaux co-auteurs. Et je crois que vous avez reçu Denis Meadows, qui est quand même une prouesse, bravo. Tout à fait, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur cette chaîne, de notre interview de Denis Meadows. Voilà, ce qui est assez extraordinaire. Donc, ces gens-là, en 1972, qui donnent véritablement le coup d'envoi de la pensée écologique mondiale. C'est pas rien. Pour moi, le rapport au Club de Rome, le rapport Meadows, c'est l'un des ou le document le plus important de l'histoire du XXe siècle, voire l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est très très important parce que c'est vraiment, à partir de ce rapport-là, le coup d'envoi de la réflexion environnementale qui se mène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au GIEC, etc., etc. Et eux, ils lancent la question de l'effondrement, puisqu'ils créent un modèle informatique, c'est la première fois que ça a été fait, qui s'appelle World 3, et ce modèle informatique permet d'expliquer les grandes dynamiques d'évolution du monde si on poursuit la croissance économique et démographique de l'humanité. Et toutes leurs hypothèses, donc tous leurs scénarios, conduisent au début du XXIe siècle à un effondrement. Alors qu'est-ce que c'est? Puisque maintenant je vais répondre précisément à votre question. J'ai déjà commencé. L'effondrement, c'est l'arrêt du système industriel, du système de production de masse. Système de production de masse de tout, à commencer par les biens alimentaires, évidemment, les ressources alimentaires. Ça veut dire qu'on ne peut plus produire assez d'aliments, et donc on est bientôt 8 milliards sur la planète. Ça veut dire qu'il manque des calories pour plein de gens. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi l'arrêt de la production industrielle de manière globale. L'arrêt de la production de biens et de services. Autrement dit, le système industriel s'arrête sur une majeure partie de la planète, voire toute la planète. C'est ça, l'effondrement. Et des milliards de gens meurent. Et on revient à un système, un mode de vie pré-industriel. Antique ou médiéval, en tout cas pré-industriel. Voilà ce qu'est l'effondrement tel qu'il est conçu par le rapport Meadows, et tel qu'il est aussi conçu aujourd'hui par le mouvement de la collapsologie, qui sont des ressuscités, ou en tout cas qui reprennent les conclusions du rapport Meadows et qui les mettent au goût du jour avec les éléments dont on dispose aujourd'hui. En particulier, un petit livre, qui est un excellent petit livre pour comprendre ce qu'est la collapsologie, qui fait un point véritablement sur les théories collapsologues, qui est Comment tout peut s'effondrer, de Servigne et Stevens. Et donc moi, mon livre là, le livre que je prépare, est un livre je dirais de contrepoint à celui-là, mais pas de contradiction, de contrepoint, parce que j'essaye d'ouvrir le débat, sachant qu'aujourd'hui il est très clivé et il est très fermé. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a d'un côté des collapsologues, c'est-à-dire des tenants de l'inéluctabilité de l'effondrement, qui nous disent de toute façon on ne pourra pas faire autrement, c'est sûr, ça va arriver, il faut juste s'y préparer. Donc d'un côté cela, et puis de l'autre côté on a des gens qui sont des libéraux que je qualifierais de cornucopiens, c'est-à-dire qui croient à la corne d'abondance, à la bonté infinie de la nature et surtout à notre capacité, à la capacité de l'esprit humain à toujours s'adapter pour arriver à améliorer sans cesse, quelles que soient les conditions matérielles, quelles que soient les conditions environnementales, notre niveau de vie. Donc d'un côté, de l'autre côté, on a donc ces libéraux-là et les transhumanistes qui croient, eux, à la puissance de la science et de la technologie pour nous sortir de tous les faux pas, aussi les faux pas environnementaux. Donc ce débat, il est assez fermé, il est assez clivé, il est assez manichéen, et je pense qu'il faut casser ça pour avoir une pensée saine sur l'effondrement, et en gros dire de manière très rationnelle et très simple, oui, l'effondrement, c'est possible, ça fait partie des scénarios d'avenir possibles, mais non, ça n'est pas inéluctable, et si ça n'est pas inéluctable, qu'est-ce qu'il nous faudrait réunir comme condition pour que surtout ça n'arrive pas, sachant que ça serait pas cool du tout, hein. Il y a aussi ce troisième écueil qui est de dire, ah oui, l'effondrement, super, ça va nettoyer tout ça. Vous savez, c'est du passé, faisons table rase. C'est un néo-extrême-gauchisme consistant à penser que, bon, oui, il y aura peut-être des milliards de morts, mais on va pouvoir construire une société meilleure avec un homme meilleur sur la base de cet effondrement. Ça, je crois que c'est vraiment des lubies, et que la première chose à dire, c'est que non, l'effondrement, ça peut pas du tout être une bonne chose. Donc, il faut surtout l'éviter. Et alors, comment on peut l'éviter ? Alors, ça, évidemment, je ne vais pas résumer mon livre en quelques phrases, mais déjà, pour commencer à se demander comment l'éviter, il faut se demander ce qui pourrait conduire à l'effondrement.
aujourd'hui, pour avoir les idées claires et de manière schématique, il y a 3 causes d'effondrement possibles. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas bien la collapsologie. Parce que elles sont, ces 3 causes, rarement présentées de manière didactique et simple comme ça. Et en général, tout est mélangé dans les livres collapso. Même l'excellent livre de Servine et Stevens, et je le maintiens, hein, c'est vraiment un excellent livre. Et pourtant, on ne voit pas très clairement ces 3 causes isolées, identifiées comme ça. Au contraire, on nous enfume un petit peu en les mélangeant toutes. Alors ces 3 causes, c'est premièrement, et c'est drôle parce qu'on vient d'en parler, mais c'est pas si drôle que ça parce que c'est évident, c'est la complexité. On vit dans un monde d'une extrême complexité dont on peut se demander si ça ne le rend pas extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de distinguer la force et la puissance. Je m'explique. Nous avons des machines et un appareil économique d'une extraordinaire puissance. Prenez, je sais pas moi, un marteau-piqueur, c'est très puissant. Hein, on n'a jamais eu des outils comme ça. Et encore, marteau-piqueur, c'est très, très banal. Hein, je pourrais en citer plein d'autres. Et en même temps, on peut se demander si l'imbrication de toutes les parties du monde et de toutes les activités mondiales, l'intrication exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, ne rend pas tout ça extrêmement fragile comme une mécanique d'horlogerie. Vous savez, dans une montre, c'est un mécanisme compliqué mais pas complexe, mais quand même, il suffit qu'un tout petit rouage et une dent creuse et une toute petite fêlure et quelque chose qui ne va pas pour que l'ensemble du système soit grippé. Voilà, donc la complexité pourrait être une cause, et ça donne un scénario précis qui est celui de l'arrêt cardiaque, une cause donc d'effondrement. C'est ce qu'on voit dans une petite série qui s'appelle Effondrement ou l'effondrement des producteurs Les Parasites. Et donc c'est une série qui est en libre accès sur YouTube, qui est assez excellente. Donc on voit l'arrêt de notre système industriel d'une seconde à l'autre comme ça. On n'a pas de cause dans cette série-là, mais on voit ce que pourraient en être les conséquences. Moi je dis que la cause d'un tel scénario, c'est la complexité. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la question de la raréfaction, voire de l'épuisement des ressources. Quand on parle des ressources, c'est de manière globale. Ressources en eau, ressources en terres arables, donc en ressources alimentaires, ressources en minéraux, extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, si on mène une transition énergétique des énergies fossiles vers l'électricité, on ne le fera pas sans une exploitation de métaux comme jamais on en a eu besoin. C'est-à-dire qu'on va avoir un besoin en métaux colossal. Donc s'il y a raréfaction des métaux, ben, ça condamne tout simplement la possibilité d'une transition énergétique. Donc c'est fondamental. Et alors la première des ressources dont on voit pointer de manière assez objective la raréfaction, voire l'épuisement, ben, c'est tout simplement le pétrole. Donc il y a un certain nombre de penseurs, d'analystes, d'économistes qui vous disent le pic pétrolier, c'est-à-dire le moment où on peut plus produire plus de pétrole. Ça c'est pareil, c'est une idée que beaucoup de gens n'ont pas forcément en tête, que d'ailleurs j'ai moi-même, pour moi, conceptualisé il y a très peu de temps, c'est qu'en fait, depuis le début de la révolution industrielle, on produit plus de pétrole depuis toujours. C'est-à-dire que même aujourd'hui, chaque année, on produit toujours plus de pétrole parce qu'on a toujours besoin de plus de pétrole. C'est-à-dire que l'offre anticipe et suit la demande. On a toujours besoin de plus de pétrole. Le pic pétrolier, c'est le moment où l'offre ne peut plus suivre. C'est-à-dire le moment où l'offre de pétrole stagne ou se réduit. Et donc, je vous disais, il y a un certain nombre de penseurs et d'analystes de ces phénomènes-là qui nous disent le pic pétrolier, bah, c'est le début de la fin. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce que nous connaissons, la révolution industrielle, en tout cas depuis au moins le début du XXe siècle, est intimement liée au pétrole. Et la révolution industrielle de manière globale aux énergies fossiles, puisque bien entendu, sans le charbon, il n'y aurait pas eu la machine à vapeur, etc., etc. Donc le jour où vous n'avez plus de pétrole, bah, c'est mécanique. Tout ce qu'on a eu jusqu'ici, c'était avec du pétrole, à la fois sous forme d'énergie et sous forme aussi de matériaux, parce qu'on n'en a pas conscience au quotidien, mais il y a énormément de choses qui sont fabriquées, à commencer par le plastique, et même certains médicaments à partir de pétrole. Donc le jour où on n'a plus de pétrole, bah, c'est fini, on ne peut plus espérer maintenir ce système-là. Et ceux comme moi qui sont des durabilistes, c'est-à-dire qui croient à la croissance durable, qui vous disent si, parce qu'il y aura sans doute des moyens de remplacer le pétrole par autre chose. Voilà. Ça, c'est l'un des clivages les plus importants. Donc, je vous disais complexité comme cause numéro 1 d'effondrement, raréfaction, voire disparition des ressources, numéro 2, et troisièmement, pollution.
Et c'est pareil, la pollution, elle est multifactorielle, elle est multi-visage. Celle qu'on connaît le mieux, c'est la pollution atmosphérique au carbone. Et c'est le réchauffement climatique. Alors ça, c'est une cause de collapse, d'effondrement, qui, à mon avis, est la plus sérieuse. Après, je pourrais vous dire pourquoi la complexité, étude réseau, dont on peut relativiser la menace. Idem pour les ressources. Là, les ressources, on pourrait écrire 15 livres sur les ressources. C'est extrêmement compliqué, mais on peut essayer de résumer tout ça. Et donc, le troisième pour moi, c'est extrêmement sérieux, c'est la pollution, et en particulier cette pollution qui aboutit au réchauffement climatique pour les raisons qu'on a exposées juste avant, d'emballement du phénomène et de l'impossibilité de notre civilisation, quel que soit son niveau technologique, quelle que soit sa richesse, à pouvoir s'y adapter. Tu pointais l'importance du rapport Meadows. J'aimerais qu'on revienne sur deux petits points importants de ce rapport. Le premier, justement, concernait la croissance. C'est de ce rapport que date la petite phrase qu'on entend souvent, qui consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve que c'est une punchline absolument géniale. Parce que, d'une certaine manière, elle clôt le débat. Ça fait tellement appel au bon sens et à l'évidence. C'est l'une des raisons pour lesquelles les collapsologues ferment le débat. C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est comme une phrase du type le tout est plus petit que la partie. C'est des briques logiques de base qu'on a énormément de mal à dépasser. Alors ceci dit, il y a des moyens de les dépasser, de dépasser cette phrase-là. D'une manière un peu détournée, on va le voir. Il peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Déjà, pour commencer à contrer cette phrase-là, il faut s'interroger sur ce qu'est la croissance. Et voir que la croissance, c'est pas que un truc matériel. C'est pas que ça. La croissance, c'est la production de richesse. Mais vous avez une partie de la richesse qui est la richesse, je dirais, culturelle, intellectuelle, scientifique, qui est une richesse dématérialisée, quoi, qui est une richesse non matérielle. Mais je vais être honnête, dire ça, c'est un tout petit peu botter en touche, parce que l'essentiel de la croissance, et même si on arrive à devenir des gens extrêmement intelligents et de bien purs esprits, on n'en prend pas le chemin, mais bon, admettons que on se situe dans cette optique, il est vrai que la croissance économique, donc la machine économique, aura toujours besoin de beaucoup de matière et d'énergie. Bon. Mais on peut faire avec un peu moins de matière et un peu moins d'énergie, sachant qu'il y a une partie de la croissance qui est une croissance non matérielle. Donc déjà, c'est une première réponse à ça. La deuxième réponse à ça, c'est de s'interroger sur la question des limites. Les ressources finies. Où sont les limites? C'est là qu'on peut revenir sur la question de la raréfaction en tant que telle des ressources. Ça fait au moins un siècle, si ce n'est plus, que les ressources se raréfient. Quand je parle des ressources, je parle par exemple des ressources minérales. Aujourd'hui, pour tirer une tonne de cuivre, il faut remuer des dizaines de tonnes de minerais, alors qu'il en fallait beaucoup moins, il y a seulement 100 ans, pour avoir la même tonne de cuivre. Donc la raréfaction, c'est un phénomène parfaitement constaté, qui est totalement indéniable. Et pourtant, on a de plus en plus de cuivre. Et le cuivre est de moins en moins cher. Comment est-ce possible? C'est possible par le mécanisme de l'économie de marché, de l'offre et de la demande, et de l'innovation technologique. Cette dynamique-là, alors là, j'ai le discours libéral d'un Julian Simon, par exemple, qui nous dit que la ressource ultime, c'est pas les métaux ou l'eau, c'est l'esprit humain. Elle s'est vérifiée jusqu'ici. La question c'est, jusqu'où se vérifiera-t-elle et peut-elle être enrayée au bout d'un moment? Pour le pétrole, il semblerait que ce soit le cas. C'est-à-dire que tous les analystes un petit peu sérieux nous disent qu'il va y avoir un pic pétrolier. Pour le reste des ressources, c'est absolument pas avéré. Et donc, peut-être que, même si la formule du rapport Meadows est vraie, il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies, eh bien peut-être que même dans ces conditions, la limite est lointaine. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que cette phrase est juste, mais que la limite est plus lointaine que ce qu'on croit. Et il y a d'ailleurs des simulations du rapport Meadows qui postulent la possibilité qu'il y ait, par exemple, 2 fois plus
de ressources et que la technologie nous permette d'exploiter 2 fois plus de ressources que, dans une première hypothèse, un petit peu moins disante. Donc, premièrement, toute la croissance n'est pas matérielle et énergétique. Deuxièmement, les limites sont peut-être plus lointaines que prévu. Puis troisièmement, c'est ce troisièmement qui m'intéresse moi le plus. Oui, peut-être qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde de ressources finies, mais rien ne dit que nous n'ouvrirons pas le système vers l'infini. Autrement dit, et ça c'est ma conviction et mon espoir, c'est qu'on sorte du système fermé qui est le système Terre pour commencer, et c'est déjà plus de la science-fiction, à exploiter les ressources spatiales, les ressources du cosmos, qui sont à notre échelle virtuellement infinies. Et ça, c'est ma formule à moi. Dans ces conditions, il peut tout à fait y avoir une croissance infinie dans un univers aux ressources infinies. Il y a un point qui est rarement abordé justement sur cette question-là, puisque la croissance, maintenant, c'est un élément dont on parle énormément. On a un système économique aujourd'hui qui a besoin de croissance. Et ça, c'est lié essentiellement au gain de productivité. Oui. Pour qu'on comprenne bien, c'est comme si on a une usine, il y a 100 ouvriers qui font 100 voitures. On va faire des gains de productivité dans l'année, peut-être qu'on va acheter un robot, et on va s'apercevoir que finalement, les 100 voitures, on peut les faire avec 98 personnes l'année d'après. Et donc, soit on fait que 100 voitures, et donc il va falloir virer 2 personnes, soit on arrive à faire de la croissance, et donc à vendre 102 voitures, on va garder les 100 ouvriers. Oui. Pourquoi on n'est pas dans un système qui essaie de décourager les gains de productivité, puisque justement, s'il y a trop de gains de productivité, on voit qu'on n'arrive pas à avoir la croissance nécessaire, et donc on détruit de l'emploi, et s'il y a de la croissance, il faut aussi plus de matière. Pourquoi on n'essaye pas d'être dans un système qui arrive à rester stable, qui arrive à garder de l'emploi, mais justement en décourageant relativement les gains de productivité. C'est jamais abordé, ce truc-là? À mon avis, c'est abordé, mais pas de cette manière-là. Je pense que la question que vous posez, c'est celle du surplus. C'est-à-dire que une économie, et d'ailleurs même la science économique, naît, en tant que science, à partir du moment où la société, pour de multiples raisons, arrive à dégager du surplus. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas d'économie. C'est quoi le surplus? Ça veut dire que dans une économie A où il n'y en a pas, je cultive mon champ de blé et je dois moi-même, en tant que cultivateur, manger ma production. J'ai donc pas de surplus. J'ai rien de plus que ce que j'ai fait. Le surplus, c'est quand on arrive à produire plus. Et ça, produire plus, c'est avec des gains de productivité. C'est parce que j'arrive à améliorer 2 facteurs, le facteur travail et le facteur capital, dans des proportions différentes d'ailleurs. Je peux être moi-même en tant que travailleur plus efficace, parce que j'aurais pris des stéroïdes et donc je vais être beaucoup plus fort. Et puis, je peux aussi inventer un outil qui va me permettre, alors que je n'ai pas changé ma condition physique, d'être beaucoup plus efficace dans ma manière de produire. Autrement dit, la dynamique même de l'économie, la dynamique du système qui est le nôtre, implique de manière infinie de faire des gains de productivité pour dégager des surplus, pour augmenter notre connaissance, nos savoirs, nos moyens technologiques, notre niveau de vie. On ne peut pas en faire l'économie. C'est en ça que je suis libéral. Parce que je crois à ce système-là. A contrario, vous avez un certain nombre de gens aujourd'hui qui prônent, peut-être que c'était sur ce terrain-là que vous vouliez m'emmener, la décroissance. Non, c'est sans aller jusqu'à la décroissance. Je pense en particulier à Tim Jackson et à tous ses travaux sur prospérité sans croissance. Voilà. On voit qu'il n'y a plus de croissance, on voit qu'il y en a de moins en moins. Oui, non. Pourquoi on ne réfléchit pas à un système qui marche, au moins sans croissance, sans aller encore tout de suite dans la décroissance? Alors, puisqu'on a un système qui ne peut pas marcher si je fais la même chose que l'année dernière, finalement. Alors, et effectivement, le rapport Meadows et le rapport de Tim Jackson prônent un état stationnaire, c'est-à-dire qu'on ne produise ni moins ni plus d'une année sur l'autre. On décide à un moment donné, collectivement. Déjà, je ne sais pas comment ça serait techniquement réalisable de faire ça, surtout à l'échelle mondiale. Vous imaginez bien qu'il faudrait une conférence globale et qu'aujourd'hui, personne n'en voulant pour le faire. Des États individuellement devraient le faire, mais alors comment ça se fait dans l'économie mondiale? Enfin, ça semble extrêmement irréaliste. Mais surtout, si on vise cet état stable pour des raisons environnementales, on est à côté de la plaque, puisque de toute façon, là, aujourd'hui, notre consommation matérielle et énergétique équivaut à la consommation de presque 2 planètes, c'est-à-dire 1,7, on a besoin d'entre 1,6 et 1,7 planètes aujourd'hui pour nos besoins. C'est pourquoi, en fait, même l'état stable serait au-dessus
de ce que, d'un point de vue environnemental, la planète, de la capacité de charge de la planète, de ce qu'elle peut nous offrir. Et c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, les principaux courants de pensée qui remettent en cause la croissance vont vers la décroissance, c'est-à-dire réduire la dynamique de l'économie, réduire le gâteau économique pour passer sous la barre des une planète, entre guillemets, pour que nos besoins économiques globaux correspondent à ce que la capacité, à ce que la nature est capable de régénérer et d'absorber en termes de déchets en une année. Le problème, c'est que cette décroissance, elle mise sur un découplage qui est une aberration, qui est irréaliste, et qui est un découplage entre notre production de richesse d'un côté et de l'autre côté notre niveau de vie. C'est-à-dire que la décroissance postule le fait que, en produisant beaucoup moins, en ayant beaucoup moins de richesse, on peut quand même maintenir un niveau de vie, voire améliorer le niveau de vie des individus. Je vois pas comment on peut faire ça, c'est la quadrature du cercle. Autrement dit, alors que la décroissance fustige le fait que la croissance durable se fonde sur un découplage, et c'est vrai, la croissance durable se fonde sur un découplage qui pour l'instant est très peu vérifié, voire pas vérifié du tout, qui est le découplage d'un côté de nos besoins matériels et énergétiques et de l'autre de notre empreinte environnementale globale. Donc c'est vrai, on vise ce découplage-là qui commence à peine à être vérifié en termes d'émissions carbone dans les pays les plus développés, mais c'est un découplage qui est encore embryonnaire. Donc la croissance durable se fonde sur ce découplage-là, mais la décroissance se fonde sur un autre découplage qui paraît encore plus irréaliste, qui est le découplage du montant de choses qu'on produit, c'est-à-dire de la taille de l'économie, et du niveau de vie des individus. Alors, dans le rapport Meadows, il y avait aussi un point qui était très important et qui a un peu disparu du débat public actuel, c'était la démographie. Et donc oui, j'ai envie de te montrer ce premier graphique sur la population mondiale et son évolution. Donc on voit qu'on s'approche là des 8 milliards avec une projection tendancielle qui s'approche des 11 milliards à l'horizon de la fin du siècle. On voit sur le graphique suivant l'incertitude des projections. Oui, tout à fait. Avec les scénarios haut et bas, où on se dit, tiens, est-ce que ce sera entre 8 et 16 milliards peut-être? Voilà à peu près où ça peut être. Alors déjà, toi, quel est ton avis là-dessus, sachant que tu as écrit aussi un livre sur la problématique démographique, dont tu pourrais peut-être nous présenter les conclusions? Oui. Alors déjà, je vais commenter ce dernier schéma. Il faut expliquer que la division de la population de l'ONU fait des projections démographiques depuis 1950. Et à chaque fois, c'est une révision triennale. Et donc à chaque projection, il y a 3 scénarios qui sont présentés. Parce que on parlait de phénomènes complexes, chaotiques. Voilà, la démographie, ça obéit à plein de règles. Pour arriver à projeter ça, on peut pas être sûr. On peut pas avoir un seul chiffre. Donc vous avez un scénario haut, un scénario médian, un scénario bas. À titre personnel, et dans mes écrits, je me fonde que sur le scénario médian. Pourquoi ? Parce que on revient au tout début de notre conversation sur est-ce qu'il est possible de prévoir l'avenir. Jusqu'ici, le scénario médian, c'est toujours réalisé. Ça fait à peu près plus de 70 ans, ça fait 70, 75 ans. Mais quand je vous dis que ça s'est réalisé, c'est que c'est juste hallucinant. Ça s'est réalisé dans des proportions d'exactitude qu'on trouve rarement quand on examine d'autres variables. En 1950, la division de la population estimait qu'on serait 6 milliards d'êtres humains en l'an 2000. Le 6 milliardième humain est né en octobre 99. C'est quand même fou. Quand on me dit après qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, pour certaines variables, il y a des choses qui fonctionnent. Alors, là-dessus, ça fait longtemps que, périodiquement, il y a des études qui nous disent non, mais cette fois-ci, c'est pas le scénario médian, c'est le scénario bas qui va se réaliser. Il y en a eu plusieurs, enfin, c'est vraiment un marronnier, hein, c'est très fréquent. Dernièrement, il y en a une qui nous explique que la population mondiale va plafonner à 9,5 milliards en 2067. Par rapport au scénario médian des 11,2 milliards en 2100, ça serait une excellente nouvelle. Donc, je ne peux pas dire que j'y crois pas,
Pour l'instant, le scénario médian s'est toujours réalisé. Peut-être que maintenant, il y a quelque chose qui change, qu'il y a une accélération, notamment la Covid est invoquée, une accélération, d'abord une diminution encore plus forte qu'anticipée dans les pays développés où déjà le taux de fécondité est faible, mais que même dans les pays en développement, on observe des taux de croissance qui sont inférieurs à ce qui était avant. Donc bon, pourquoi pas? Ça serait une bonne nouvelle. Alors, c'était ça la question, c'était pourquoi est-ce que ça serait une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle pour deux raisons. Premièrement, évidemment, notre nombre, n'est pas indifférent à notre empreinte environnementale. C'est-à-dire que, évidemment, plus on est nombreux, plus on va peser sur les ressources de la planète. C'est une évidence qui aujourd'hui est totalement écartée par le débat environnemental pour de multiples raisons. La deuxième raison, c'est que non seulement être moins nombreux, ça nous permet d'anticiper les évolutions environnementales, mais ça nous aidera aussi à nous y adapter. Je vais vous le dire autrement. Si demain, il y a un peu moins d'Africains, je dis Africains parce que c'est là où la dynamique démographique est la plus forte, où les taux de fécondité demeurent les plus importants, et on sait qu'il va y avoir, on est en train de vivre une explosion démographique sur le continent africain. Si demain, il y a un peu moins d'Africains parce que la dynamique aura été un peu enrayée, parce qu'on aura accéléré la transition démographique, etc., ça veut dire qu'il y aura un peu moins de gens en première ligne du réchauffement climatique. Dans un scénario où le réchauffement climatique a atteint 3, 4, 5 degrés, une grosse partie de l'Afrique devient tout simplement invivable. Si vous avez sous ces latitudes-là 700 millions de personnes, et si vous avez sous ces latitudes-là plus d'1 milliard de personnes, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. C'est-à-dire que donc la question démographique, c'est à la fois en défense et en attaque, je dirais, pour prendre une métaphore rugbystique ou footballistique, si vous voulez. C'est à la fois pour limiter la catastrophe environnementale et pour faciliter notre adaptation à cette catastrophe. Et pour ça, il y a des moyens qui sont parfaitement identifiés, qui sont incomparablement moins chers et incomparablement plus simples à mettre en œuvre que la transition énergétique, que la transition agricole, que la transition industrielle, c'est défendre les droits des femmes partout dans le monde. Eh oui, les droits des femmes et cause de la planète, c'est le même combat. Alors je m'explique. Si dans le monde entier, on permet à toutes les gamines d'aller à l'école, on va énormément accélérer la transition démographique et la condition des femmes, je vous en parle pas, parce qu'il y a un effet de levier qui est extrêmement fort entre le niveau d'instruction et le niveau de fécondité. Par ailleurs, si on finance, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, partout sur la planète, le planning familial mondial, autrement dit, qu'on offre à toutes les femmes qui le désirent des moyens de contraception, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui dans le monde 80 millions de grossesses non désirées. Et dans le même temps, chaque année, vous avez 80 millions de terriens en plus. Rien que la question de la contraception, pour toutes celles qui appellent de leur vœu le fait de ne plus être considérées comme des poules pondeuses, ça peut permettre un allègement de notre situation environnementale colossal. Mais pourquoi ce débat est complètement évacué alors qu'il était central dans les années 70-80 ? Alors, il est évacué pour de bonnes et de mauvaises raisons. Je dirais que les mauvaises raisons, c'est les implications, je dirais, politiques que la question de la dénatalité charrie. On associe ça au nazisme, en oubliant au passage que les États-Unis ont mené des politiques de castration des personnes handicapées, des déficients mentaux, des Philippins, etc., abominables, et que d'ailleurs le nazisme s'en est inspiré. Donc ils n'en avaient pas le monopole, mais alors, ce qu'ils ont fait dépasse évidemment en horreur tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, dès qu'on a essayé de faire ça de manière autoritaire, même dans des pays démocratiques, type l'Inde, on castrait les gens sans leur dire contre des postes de radio. Des trucs absolument atroces. La politique de l'enfant unique, abominable. Donc ça, c'est les bonnes raisons de se méfier des politiques dénatalistes en pensant ou en assimilant politique dénataliste et totalitarisme. C'est-à-dire en pensant qu'on peut mener des politiques dénatalistes qu'avec des bâtons, c'est-à-dire en portant atteinte à l'intégrité des gens, l'intégrité physique des individus. Ça, c'est les bonnes raisons
d'avoir évacué ce débat. Les mauvaises raisons, c'est que le débat est complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trait d'égalité entre population et empreinte environnementale. C'est pas si simple. Les Américains ont une empreinte environnementale largement supérieure aux Africains. C'est-à-dire que la naissance d'un seul Américain est une bien plus mauvaise nouvelle pour la planète que la naissance de 10 Nigérians. Donc c'est une complexité réelle qui fait que appréhender la question environnementale sous l'angle démographique, quand on le fait de manière sérieuse, c'est pas si évident. On peut me répondre quand je dis que il faut éviter une explosion démographique pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On peut me dire mais n'importe quoi. N'importe quoi. Là, l'explosion démographique, elle va avoir lieu en Afrique. L'Afrique, en termes de gaz à effet de serre, c'est pas très fort. Ouais. Mais moi, je peux répondre aussi que s'il n'y avait pas eu la politique abominable de l'enfant unique, dans la Chine actuelle, il y aurait 500 millions d'âmes supplémentaires avec ce qu'ils émettent comme gaz à effet de serre. On aurait déjà dépassé le seuil des 1,5 degrés. Ça serait déjà foutu pour la transition environnementale. Ce que moi, je proposais, c'était de créer une contribution financière assise sur les naissances des pays développés, des pays de l'OCDE, pour financer la transition environnementale et l'accélération de la transition démographique dans les pays du Sud. Et dans les pays du Sud, j'en ai parlé, c'est principalement ces deux leviers qui sont le planning familial et l'instruction, l'éducation des filles partout dans le monde. Ça, au moins, c'est des méthodes qui sont extrêmement efficaces, qui sont très simples. Mais voilà, le lien entre les deux, ça pourrait être un financement de ces programmes-là par la démographie du Nord. Et donc là, on a vraiment les deux. On a un effort de dénatalisme dans le Sud, mais qui se trouve aussi financé par la natalité qui continue d'exister, évidemment, parce que la question, c'est pas de faire ceinture et de plus avoir du tout d'enfants, ça n'a aucun sens, mais qui continue d'exister dans le Nord, mais au moins qui aurait un impact positif pour l'ensemble de la population mondiale. Alors, on a parlé démographie, mais il y a un point finalement qui est aussi connexe, qui est le transhumanisme. Oui. Parce que certes, il y a un peu moins de personnes, mais s'ils vivent plus longtemps, ça ne va pas changer grand-chose. Finalement, quelles sont tes anticipations sur ce que va devenir ces projets transhumanistes? Alors, moi, j'ai un rapport personnel au transhumanisme qui est ambigu. Parce que je dirais que j'ai le cœur au transhumanisme. Je suis transhumaniste de cœur, mais pas de tête. Alors je vais m'expliquer. De cœur parce que j'adhère à leurs rêves. J'adhère à leur vision des choses. À titre personnel, j'ai pas prévu de mourir. J'aimerais, et là on parle vraiment du cœur, hein. Quand je dis j'aimerais, c'est quelque chose qui est épidermique, qui relève de l'affect et du sentiment. J'aimerais qu'ils aient raison. C'est là que la tête intervient pour me dire que, pas tous, parce que la galaxie transhumaniste, c'est une galaxie beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer, que ce qu'on peut en connaître dans les médias. Mais disons que ce qu'on a en tête du transhumanisme est encore aujourd'hui et parfois un peu délirant. Autrement dit, moi, ce que je conteste dans le transhumanisme, déjà, je conteste que ce soit une science, ça n'en est pas une. Je conteste que le transhumanisme soit quelque chose d'extrêmement nouveau. Le transhumanisme, c'est un néo-positivisme. Auguste Comte, quand il croit à la science, à la religion de la science et du progrès, les transhumanistes, ils disent pas autre chose, et ils disent si on tire le fil du progrès, forcément, ça va aller de mieux en mieux, et comme notre longévité n'a pas cessé d'augmenter, on va accéder à l'immortalité. Et ce que je conteste surtout, c'est l'inéluctabilité de ce progrès et l'échelle temporelle dans laquelle l'inscrire. Autrement dit, je crois qu'il n'y a absolument aucune règle d'airain qui nous conduise à une amélioration perpétuelle de notre niveau de vie et de notre longévité. Il peut tout à fait y avoir un retournement, en particulier pour des raisons environnementales, et c'est là que j'adopte le point de vue des collapsos, que souvent, en tout cas ceux qu'on a en tête dans le discours transhumanisme, négligent. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Non, la technologie ne peut pas être toute puissante face à notre impact environnemental. Et oui, c'est un risque énorme. Et c'est ce que j'appelle le scénario Icare. C'est le risque d'être pas loin du soleil. C'est-à-dire d'être pas loin d'un dieu, d'être pas loin de l'immortalité, d'être peut-être à quelques décennies. Et moi, j'enrage de me dire que j'appartiens peut-être à l'une des dernières générations de mortels s'il n'y a pas d'effondrement, mais qu'on pourrait être si proche de cette maîtrise totale, maîtrise de la matière et maîtrise de l'énergie,
et donc si proche aussi du savoir, de la connaissance, parce que la curiosité, moi, c'est ça qui me meut. Si je veux pas mourir, c'est parce que je veux savoir. Être si proche de ça, et parce que on a négligé notre environnement, se brûler les ailes et chuter, tomber, pour retomber, pour arriver à un état pré-industriel et reporter de peut-être plusieurs siècles, voire peut-être pour toujours, notre capacité de maîtrise, celle qui est pourtant à portée de nos mains. Donc, ce que je néglige d'une part, c'est ça, c'est cette inéluctabilité, et d'autre part le calendrier, puisqu'il y a un certain nombre de transhumanistes qui nous expliquent que l'immortalité et l'intelligence artificielle forte, c'est pour bientôt, là, dans 10-20 ans, c'est bon, ça va être réglé. Alors, c'est pas forcément impossible, hein. Là, dernièrement, on nous a sorti une intelligence artificielle dite forte. Ce sont les services de Google, et l'intelligence artificielle en question s'appelle Gato, G-A-T-O. Et ses performances seraient assez impressionnantes. Elle est transverse. Alors ça, c'est le maître mot en termes d'intelligence artificielle, parce que nos intelligences artificielles, celles dont on dispose aujourd'hui, qui sont par exemple dans nos smartphones, sont des IA qui forcent notre admiration, mais qui sont faibles parce qu'elles sont hyper spécialisées. Autrement dit, l'IA de notre smartphone, si on lui a appris à jouer aux échecs, elle sera hors pair. Elle battra le champion du monde aux échecs, mais il suffit de lui demander de jouer au morpion pour que même un enfant de 4 ans puisse la battre. Et ben c'est ça que Gato ferait différemment. Cette intelligence artificielle-là, donc qui existe maintenant, qui vient d'être lancée, serait déjà transverse, c'est-à-dire qu'elle aurait la capacité, sans même qu'on lui ait appris à faire ces choses-là, de pouvoir effectuer plus de 600 tâches différentes avec des performances égales ou supérieures à celles de l'esprit humain. Tous les spécialistes de l'intelligence artificielle s'accordent pour dire que, sauf effondrement bien sûr, nous disposerons d'une IA forte, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle dont les capacités cognitives seront supérieures à celles d'un cerveau humain à la fin du XXIe siècle. Moi, je crois à cet horizon, comme en suivant simplement l'avis des spécialistes. En revanche, je ne crois pas à un horizon beaucoup plus court, qui est celui d'un certain nombre de spécialistes de l'IA et surtout de transhumanistes un peu allumés, à mon sens. De même pour l'immortalité. Je suis absolument persuadé que, sauf effondrement, encore une fois, on va développer des moyens de considérablement augmenter notre longévité, voire d'accéder à une forme d'immortalité, au moins via 3 moyens. La première, c'est la génétique, évidemment. C'est pas la peine de faire un dessin. Il y a eu une révolution colossale en génétique en 2012, qui est la découverte des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, c'est-à-dire une technique qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut comme manipulation, alors que c'était pas possible avant. Avant, on avait le code génétique, mais on ne savait pas comment manipuler l'ADN. Avec CRISPR-Cas9, avec cette technique-là, on entre dans une toute nouvelle phase de l'histoire de la génétique et sans doute de l'histoire de l'humanité. C'est, à mon sens, l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas passée inaperçue parce qu'il y a eu des unes de journaux, etc., mais qui n'a quand même pas été médiatisée à la mesure de ce que c'est. Ça change absolument tout. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, la génétique, on peut la pratiquer dans son salon. C'est-à-dire que je peux commander un kit CRISPR-Cas9 de manipulation et faire mes petits organismes végétaux ou animaux génétiquement modifiés. Je peux me modifier génétiquement, etc. C'est le biohacking. C'est en train d'exploser. Aujourd'hui, donc, on peut faire ce qu'on veut. Je reviens à la question de l'immortalité. Donc, génétique, biomécatronique, c'est-à-dire la possibilité, avec des organes robotiques de plus en plus performants, de plus en plus puissants, de remplacer, d'artificialiser un nombre toujours croissant de parties du corps humain. Et puis enfin, l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire notre capacité, qui est d'ailleurs liée aussi à la génétique, à cultiver des organes, à cultiver à partir de ces cellules souches, même non différenciées, les organes jeunes, les versions jeunes des organes qu'on entend remplacer. Au moins ces 3 moyens nous permettraient de vaincre la mort, mais pas à l'horizon de 10 ou 20 ans, beaucoup plus. Ça prendra des décennies et des décennies, mais j'ai l'absolue conviction que si on continue dans cette voie-là, effectivement, à partir du 22e siècle, ça sera possible. Ce qui change évidemment tout. Mais alors vous avez une 4e voie qui est encore plus hypothétique que les autres, c'est la fusion de l'homme et de la machine. Et ça, c'est la vision transhumaniste d'une numérisation des personnalités humaines. Je ne sais pas si ça sera possible parce que on en est très loin. D'abord, on est très loin de comprendre comment fonctionne le câblage du cerveau. Et puis même s'il était possible de le faire, ça poserait aussi des questions philosophiques, parce que si j'étais capable de transformer votre cerveau, votre personnalité en un fichier, est-ce que ça serait encore vous? Est-ce que ça serait une duplication? Est-ce que ça serait une copie? Bon, on n'a pas encore les moyens de répondre à ces questions qui relèvent encore une fois de la philosophie. Mais est-ce que tu anticipes aussi
les dangers liés à cette technologie, soit des manipulations génétiques à la portée de tout le monde aujourd'hui, ou de l'intelligence artificielle forte, comme tu le dis. Parce qu'effectivement, tu vois, enfin, c'est le genre d'information, on le présente toujours de façon très positive. On voit qu'il y a des dangers colossaux aussi. Oui, les dangers sont absolument énormes, mais mon enthousiasme est supérieur. Alors, du point de vue des manipulations génétiques, le danger est incommensurable aujourd'hui. On est très loin des débats de José Bové, de faucher les OGM, etc. On est très loin parce que, comme je vous le disais avec le biohacking, aujourd'hui, n'importe qui peut faire ses expériences dans son garage et donc lâcher dans la nature un nouvel organisme génétiquement modifié, parasitaire, invasif, qui produise des ravages. Ça, c'est possible depuis 2012. Ça fait 10 ans. Le danger est maximal. OK. Du point de vue de l'IA, le danger est moins immédiat parce que, selon ma connaissance du sujet, on pourrait disposer d'une IA forte que d'ici à la fin du siècle. En revanche, quand ça sera le cas, là, à ce moment-là, le danger sera vraiment aussi maximal. Parce que cette IA forte, aujourd'hui, on ne peut absolument pas savoir comment elle fonctionnera. C'est-à-dire à quel point elle sera différente de ce que nous sommes. Et partant de là, on ne peut pas savoir comment elle nous concevra. Quel rapport elle entretiendra à ses créateurs. Et donc là, évidemment, n'importe quel scénario de science-fiction peut s'engouffrer dans la brèche, on peut tout imaginer. Mais schématiquement, il n'y a que 3 possibilités. Une première possibilité d'allégeance, qu'elle considère qu'elle est au service d'eux, qui est assez peu probable. Une deuxième possibilité de collaboration. Et une troisième possibilité de détachement. Cette dernière possibilité de détachement, qui peut elle-même se subdiviser en 2 branches, ça peut être l'hostilité, considérer que l'humanité est une abomination à éradiquer et elle aurait les moyens de le faire en un tour de main, en quelques minutes, puisqu'elle disposerait d'à peu près tous les systèmes. Ou alors, un scénario encore plus drôle, qui est vraiment l'indifférence totale, mais qui pourrait nous être très préjudiciable. C'est-à-dire qu'une telle intelligence pourrait suivre son propre agenda, qui serait rationnel à ses yeux, mais pas pour nous. Je vous donne un exemple tout bête pour bien comprendre de quoi on parle. Quand on construit une maison, on détruit beaucoup de fourmilières. Est-ce pour autant à dire qu'on est hostile aux fourmis? Ben non, pas du tout. On n'a rien contre les fourmis. On considère que c'est quand même un peu plus important de bâtir notre maison. Ben, on pourrait tout à fait avoir une intelligence artificielle qui mobilise pour suivre son agenda, pour remplir les objectifs qu'elle se fixerait à elle-même, qui mobilise toutes les ressources terrestres à notre détriment. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité d'imaginer un système de transmarxisme dans lequel vous avez une prise de pouvoir par l'intelligence artificielle égalitariste, dans lequel vous pouvez accéder à une forme réelle de démocratie directe par le big data, pas par le vote. C'est un peu compliqué à imaginer pour nous aujourd'hui, mais il faut arriver à se figurer une intelligence artificielle qui gère les affaires de la cité toute seule, en fonction de ce qu'elle enregistre comme data au quotidien, à chaque seconde, en fonction des activités, des actions, des pensées et de tout ce que nous produisons simplement en vivant. Autrement dit, pour être un bon citoyen dans ce type de démocratie, il suffit de vivre. Je vis, je vaque à mes activités, mes occupations, etc., etc. Et de tout ça, le big data, l'IA qui a pris le pouvoir, on déduit toutes les orientations d'évolution. Et l'eugénisme, ça t'inquiète aussi? Ah non! Ah non, 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 non. L'eugénisme m'inquiète absolument pas, au contraire. L'eugénisme m'enthousiasme énormément. Déjà, il faut bien avoir en tête qu'on est déjà dans un monde eugéniste, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un monde où on a des moyens, et ces moyens sont appliqués de manière systématique, au moins dans les pays développés, d'éliminer un certain nombre de malformations génétiques, c'est déjà de l'eugénisme. Hein. Et demain, on ne pourra absolument pas faire autrement que de voir se développer une société résolument eugéniste. C'est-à-dire que notre connaissance de la génétique augmentant et notre capacité à intervenir dessus augmentant, on va de plus en plus formater les génomes
pour éviter un certain nombre de pathologies. Donc ça va avoir évidemment une visée médicale et curative, préventive dans un premier temps. Et puis ensuite, on va trouver des moyens d'améliorer nos capacités dans tous les domaines. Et je crois très peu réaliste d'imaginer que, ayant ces capacités-là, ayant ces possibilités, on ne les utilisera pas. Tu as reparlé de problématiques évidemment centrales du réchauffement climatique. Tout à l'heure, tu faisais le lien avec son impact potentiel sur un effondrement de civilisation. Il y a un effondrement qui semble avoir complètement disparu alors qu'il était assez central pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, la guerre nucléaire. Alors ça, c'est assez extraordinaire. On a évoqué les signes noirs au début de l'entretien. C'est-à-dire ces événements imprévisibles. Est-ce qu'on peut dire que maintenant qu'il n'y a plus la guerre froide, il n'y a plus ce risque? Ben non, évidemment. Et c'est ce que vous vouliez dire, j'imagine, mais la question de l'affaire, l'opération spéciale ukrainienne, tout d'un coup, nous a remis face à ce danger majeur. Donc, est-ce que la fin de la guerre froide signifie la fin du risque d'annihilation nucléaire? Non. Donc oui, c'est possible. Est-ce que ça va se produire? En termes de probabilité, c'est toujours pareil. Je vais vous parler des deux ingrédients pour faire des scénarios. Les scénarios de la continuité, c'est des probabilités. Les scénarios des ruptures, c'est de l'improbabilité. En termes de probabilité, j'ai envie de vous répondre non, parce qu'on est des êtres rationnels et qu'on sait que, et d'ailleurs, même depuis que la guerre ukrainienne a commencé, ça a fait peur à tout le monde. Vous avez vu, là, on avait oublié, puis maintenant, on s'en est vite souvenu. Donc, on fait attention quand même, un minimum, etc. Donc, on est tenté de penser que non. Après, il y a d'autres menaces nucléaires qui peuvent voir le jour, comme la possibilité que des armes, des ogives tombent entre les mains de groupes terroristes. C'est toujours possible. Donc, je dirais, en termes de probabilité, non. Est-ce que c'est possible? Encore une fois, oui. Mais en termes d'anticipation, est-ce que l'erreur n'est pas de penser que l'être humain, en tout cas que les sociétés, les gouvernements, sont rationnels? Parce que 3 millénaires d'histoire montrent que la rationalité de l'espèce humaine, c'est quand même discutable. Les 70 dernières années sur la question du nucléaire attestent de la rationalité. Si l'Ukraine avait eu des armes nucléaires, avec si on peut mettre Paris en bouteille, hein, on peut penser que Poutine n'aurait pas attaqué. On est à peu près certain que Poutine n'attaquera pas un pays doté de l'arme ou qui s'inscrit dans le giron de l'OTAN. Ça, c'est rationnel. Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu sur la rationalité ou l'irrationalité de Poutine? Donc, j'aurais été, encore une fois, le premier à croire qu'à partir du moment où on a une arme, c'est pour s'en servir. Hein. Dans les années 50-60, je vous l'ai dit, hein, je répète. Donc moi, j'aurais vraiment pas cru qu'on serait encore là aujourd'hui. Et j'aurais vraiment, dans les années 70, pensé que de toute façon, c'était inévitable. Surtout qu'on est passé proche à plusieurs fois quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc ça atteste, 62, ça atteste d'une certaine rationalité. Est-ce que cette rationalité, elle va tenir bon jusqu'au bout? Je peux pas vous dire oui, ça serait faux. Non. Non, bien sûr, il y a des tas de choses dans le monde qui sont irrationnelles et tout d'un coup, on pourrait agir de manière irrationnelle avec nos ogives. Oui. Maintenant, est-ce que d'un autre côté, on peut retourner la question en disant est-ce que c'est sûr que ça va se produire? Non, bien sûr que non. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais donc te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Bon, c'est une question qui est très difficile pour y répondre comme ça, de manière percutante et pertinente. Mais je vais répondre finalement en essayant de mettre un point final à mon propos, puisqu'on a parlé du réchauffement climatique, de ce risque majeur pour l'humanité, de l'emballement possible des températures, et on a évoqué, mais sans en préciser, ce qui nous permettrait de ne pas vivre un tel emballement et donc de ne pas subir un effondrement global. Alors, ce qui nous permettra de le faire, c'est plein de choses, ce qu'on appelle la transition environnementale. Mais dans cette transition, il y aura aussi des apports technologiques. Et parmi ces apports technologiques, il y en a 3 qui ne sont pas tous les 3, connus de la même manière. Je vais terminer par celui qui est le moins connu et qui me fascine et qui m'intéresse beaucoup.
Alors, ces 3 apports, c'est d'abord la fusion nucléaire. Bon, ça, c'est connu, et ça ne sera pas disponible avant la seconde moitié du XXIe siècle, mais c'est la possibilité d'accéder à une énergie formidable, dont on a besoin, et qui pourrait véritablement nous ouvrir les portes d'un nouvel âge d'or d'un point de vue économique, du point de vue de la richesse globale, de la croissance, du développement, etc. Le deuxième, qui est un tout petit peu moins connu, mais quand même, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire la possibilité de modifier les grands équilibres planétaires, et en particulier notre capacité à capter directement le carbone dans l'atmosphère. Même le GIEC le reconnaît, on ne pourra pas faire sans. Et ça me fascine. On sait déjà le faire. Les technologies sont disponibles, mais elles ne sont pas, entre guillemets, compétitives. C'est-à-dire que ça coûte très cher de capter 1 tonne de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelque chose de vertigineux. Ça veut dire que on a à peu près 50 à 70 ans pour développer à l'échelle industrielle une technologie qui existe déjà, sans laquelle on ne survivra pas. C'est ce qui me donne de l'espoir. Et puis la troisième chose, c'est ce dont on a déjà parlé, c'est ouvrir le système, c'est-à-dire de ne pas rester dans le système géophysique, biogéophysique, terrestre, pour commencer à aller exploiter les ressources de là-haut, les ressources spatiales, les ressources cosmiques. Et donc ce troisième point qui est un petit peu moins connu, c'est le space mining, c'est-à-dire la capacité qu'on aura, je pense, que j'espère, d'exploiter les ressources minières d'autres corps célestes, d'autres planètes, et en particulier des astéroïdes. Ça change tout. Et j'interrogeais des spécialistes des ressources, des économistes, spécialistes des ressources, qui sont pas drôles du tout. Hein. Ce sont des gens extrêmement sérieux, qui me disaient que ce qui était de la science-fiction il y a quelques années ou quelques décennies seulement, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, pour exploiter sur Terre une mine de terres rares, il faut à peu près 1 milliard de dollars. Entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, avec l'état des technologies dont nous disposons, il faut à peu près 2 à 2 milliards et demi pour exploiter les ressources d'un astéroïde. Mais plus ça va aller, plus évidemment, ça va coûter cher d'exploiter des choses ici-bas, sur Terre. Et je ne parle même pas du coût environnemental, surtout si on internalise ce coût environnemental. Et de l'autre côté, des aventures comme celle d'Elon Musk avec SpaceX réduisent considérablement le coût d'envoi de matériel dans l'espace et donc l'accès à l'espace. Donc à un moment donné, les deux courbes vont se croiser. Et à ce moment-là, on pourra faire ça, et ça sera le seul moyen de sanctuariser notre belle planète bleue. Ça, je l'espère, je l'appelle de nos vœux, et ça se réalisera d'autant plus que si maintenant on fait un bilan des richesses auxquelles on peut accéder ici-bas et là-haut, c'est sans commune mesure. Un simple astéroïde peut nous fournir des centaines d'années de platine, de lithium, etc., etc., d'autres métaux et de tout ce dont on peut avoir besoin.